sur Corrèze Télévision en direct de cette 34e foire du livre de Brive. Grande nouveauté cette année, le journal La Montagne vous propose sur ce forum des lecteurs une conférence de la rédaction. L'invité de cette émission est le journaliste Bruno Mazur, journaliste et écrivain. Avec lui, pour l'accompagner dans cette conférence de la rédaction, Olivier Chaperon, directeur des éditions Limousin de La Montagne, et Éric Porte, directeur de l'agence de Brive. Bonjour. Bruno Mazur, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vois que vous avez saisi La Montagne en main. Vous l'aviez ce matin dans le train également. Qu'avez-vous retenu de l'actualité du jour et de la place consacrée à la foire du livre, à la 34e édition? Moi, d'un point de vue très narcissique, je reconnais que j'ai principalement regardé les pages consacrées au journal. Au salon, j'ai évidemment regardé si on parlait de moi, sinon ça n'a aucun intérêt, je l'aurais mis à la poubelle. Vous êtes rassuré, j'espère? J'ai vu qu'il y avait 2 fois ma photo, donc je vous félicite pour ces choix éditoriaux remarquables et tout à fait objectifs. Et non, mais ça m'a paru franchement très complet. J'ai déjà une première interrogation, c'est que comment vous choisissez, cela dit il y a 3 jours, donc il y a place pour tout le monde, les gens que vous mettez un peu en avant, quoi, parce que comme sont quelquefois des gens qui ont un ego très développé, peuvent dire pourquoi lui et pas moi. Alors comment vous faites? On connaît les narcissiques justement, donc on regarde qui est les auteurs à ne pas manquer, quoi. Donc la sélection est forcément c'est forcément un peu subjectif, évidemment. L'idée étant de donner à lire à tous, que tout le monde s'y retrouve un peu, évidemment. Bon, on connaît les têtes d'affiche, on sait aussi les auteurs qui vont peut-être intéresser plus ou créer un débat. Je vous voyais regarder la dernière page du supplément tout à l'heure, quelque chose d'assez innovant, de faire parler d'un même thème avec des mêmes questions, 2 auteurs différents. Alors Chonu, qui est dessinateur, qui n'a pas forcément le même regard que Sansal. On leur a fait parler de la liberté de la presse après les événements de Charlie Hebdo, notamment parce que l'équipe de Wolinski, l'équipe de Charlie avait l'habitude de venir à la foire. Bon, voilà, on fait des choix éditoriaux, vous avez l'habitude, vous l'avez fait des années. Bon, celui-ci nous a paru très vite évident. Comment ne pas parler de l'équipe de Charlie? Après, ce sont forcément des choix subjectifs. On travaille depuis le début de l'année sur ce qui nous paraît être évident. Bon, voilà. Mais il faut faire 20 pages. On a un format qui est vaste mais limité, donc on fait des choix. Et on retrouve Bruno Mazur, effectivement, 2 fois dans le supplément. Non, mais la vraie, moi, j'ai jamais fait ça. J'ai fait très peu de presse écrite. Au tout début, j'ai travaillé au Monde, mais c'était un travail très subsidiaire. La vraie différence avec les médias audiovisuels, c'est que nous, on impose un choix aux gens. C'est-à-dire qu'on leur dit l'ordre, c'est d'abord Platini, 2e Benzema, 3e la Turquie, 4e les impôts, etc. Le charme de la presse écrite, c'est que les gens vont directement à la page qui les intéresse. Celui qui est mordu de football, il va directement à la page football. Celui qui a envie de connaître les informations locales va à la page locale. Et celui qui s'intéresse à la foire du livre va... Donc le choix est beaucoup moins compliqué à faire parce que les gens peuvent butiner sans problème, sans qu'on leur impose une hiérarchie. Tandis que c'est vrai que nous, en radio-télévision, le plus difficile, c'est de décider ce qui intéresse les gens par ordre prioritaire, et souvent on se trompe. Comment vous voyez l'évolution des médias actuellement avec les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, qui introduit des changements profonds? Comment vous voyez ça? Moi, je suis un dinosaure, et c'est vrai que moi, je suis rentré à la télévision en 75, donc ça fait un bail, et on disait déjà que le journal télévisé allait mourir, que la grand-messe allait disparaître. Elle n'a pas franchement disparu parce qu'en gros, il y a 13 millions de Français qui tous les soirs regardent le journal télévisé, donc ça fait encore beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a 2 choses qui ont bouleversé les médias télévisés. C'est d'abord l'éclatement de l'offre. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé à la télévision, il y avait en tout et pour tout 3 chaînes en noir et blanc, et donc 3 chaînes d'État, qui étaient très ciblées. Maintenant, il y a rien que sur la TNT gratuite, il y a 24 chaînes. Donc franchement, pour peu qu'on prenne le temps de regarder un tout petit peu les programmes, on a à toute heure du jour et de la nuit un choix formidable. Alors il y a le meilleur et le pire à la télévision, des émissions consternantes, il y a des émissions passionnantes, il y a des très bons
des émissions de dossiers, de débats, il y a des très bons documentaires, il y a des bons films, etc. Donc, et puis là, effectivement, l'autre chose qui change énormément la donne, c'est effectivement l'arrivée, d'abord les chaînes info qui ont même beaucoup changé le paysage audiovisuel, et puis l'arrivée d'Internet, des blogs, c'est-à-dire que les gens peuvent s'exprimer maintenant, il n'y a pas besoin d'avoir un support journal pour exprimer ses idées gratuitement, et puis tout ce qui est Twitter, Facebook, etc., qui permet à beaucoup de monde, connu ou inconnu, de donner son avis, de mettre le doigt sur un problème qu'on n'avait pas saisi, de renvoyer à un article, à une tribune qu'on n'avait pas forcément lu. Donc c'est vrai que c'est assez formidable parce que ça donne là aussi un éventail incroyable de choix. On ne peut pas lire tous les journaux, on peut pas écouter toutes les émissions. Donc avec Twitter, etc., ça renvoie à des émissions qu'on a ratées ou à des articles qu'on a manqués. Et c'est formidable parce que c'est une séance de rattrapage permanente. Est-ce qu'il vous arrive d'être surpris de la hiérarchie de l'information qu'on peut trouver dans un 20h, parce que c'est le cas typique? Est-ce que vous dites, tiens, moi, j'aurais pas attaqué mon journal avec ça? Tous les jours, c'est pour ça que... Non, mais par exemple, je trouve que quand malheureusement, il y a 2-3 skieurs qui meurent dans une avalanche parce qu'ils faisaient du ski hors piste, moi, je trouve que c'est un dramatique accident pour eux et pour leurs proches, mais franchement, c'est faire de la publicité pour des gens qui skient là où ils n'ont pas à skier. Donc faire deux ou trois sujets sur ce type d'imprudence, franchement, ça me désole un peu. Il y a vraiment des choses plus importantes dans la vie. Et c'est vrai que par exemple, les jours derniers, on a reparlé. C'est vrai que c'est ça qui est terrible dans l'information, c'est que la roue tourne à toute vitesse. La photo du petit Eliane a bouleversé le monde entier. 4 jours après, on n'en parlait plus. Et c'est vrai qu'il y a des petits-enfants qui se noient en Méditerranée. Il y en a tous les jours. Il y en a eu 120, je crois, en 2 mois. Et hier, on ne pouvait pas ouvrir une télé ou une radio sans entendre parler de Benzema. Donc voilà, c'est compliqué parce qu'il faut en même temps parler de Benzema et il faut en même temps parler des migrants. Donc c'est là, encore une fois, où on est censé faire des choix et décider que les gens ont plutôt envie d'entendre parler des malheurs de Benzema que des malheurs des migrants. On a aussi multiplié par 2 le nombre de sujets qui sont évoqués dans un journal télé. On pouvait le voir dans les années 80. On avait grosso modo peut-être une quinzaine, une vingtaine de sujets. Aujourd'hui, on en est à plus de 30, voire 40. C'est superficiel, pour le coup, totalement. Forcément. C'est un zapping effrayant, dire que les gens n'ont pas le temps de lever le nez de leur assiette parce que énormément de gens mangent en regardant le journal télévisé. Donc l'audience est assez distraite en général. Et c'est vrai que c'est une forme de zapping, quoi. On a à peine compris de quoi on parle, qu'on est déjà sur un autre sujet. Et pour moi, c'est une vraie perversion de l'information parce que notre travail, c'est d'expliquer, d'expliquer le plus, pas professoralement, mais pédagogiquement possible, la marche du monde. Et expliquer ce qui se passe en Turquie nous concerne, même si c'est pas évident. Expliquer pourquoi une réforme du Fonds monétaire international nous concerne, même si c'est pas du tout évident pour les gens qui regardent le journal télévisé. Donc c'est compliqué et il y a des jours où les rédacteurs en chef baissent un peu les bras parce que disent si on parle de ça, on va perdre 500 000 téléspectateurs. Et donc la tentation est claire de ne pas le faire. D'autant plus que maintenant il y a un élément totalement pervers. C'est qu'au journal télévisé, on a le minute par minute. C'est-à-dire qu'on sait le lendemain combien on a gagné ou perdu de téléspectateurs. Donc on constate qu'à 8h12, on a perdu 300 000 téléspectateurs. On dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé à 8h12 ? Ah bah oui, on a parlé de la Turquie. Donc manifestement, la Turquie emmerde le monde, donc on ne parlera plus de la Turquie. Donc là, je caricature un petit peu, mais c'est un peu la pente naturelle des rédacteurs en chef qui, eux, leur nécessité, c'est d'avoir une audience maximum. On ne peut pas se satisfaire pour autant de donner que ce qui intéresse le grand public. Il faut à un moment ou à un autre approfondir. Enfin, notre presse écrite a cet avantage de donner du temps de lecture. Exactement. La télé, est-ce que la multiplication notamment des chaînes info n'a pas aussi accéléré ce phénomène? Oui, mais non, mais c'est ce que je dis. Là, vraiment, la grande différence, c'est que par exemple, si vous décidez de faire 2 pages sur la Turquie, les gens qui ont envie de comprendre ce qui se passe dans ce pays liront vos 2 pages. En télévision, si on fait 3 minutes sur la Turquie, les gens qui n'ont pas vraiment envie qui
perçoivent pas la nécessité de s'intéresser à ça, ils vont zapper, ils vont dire ils nous emmerdent et ils vont voir ailleurs ce qui se passe. Donc c'est très 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 compliqué parce que la terreur des rédacteurs en chef, c'est de perdre les téléspectateurs en route parce qu'il y a des enjeux d'audience et donc des enjeux financiers de recettes publicitaires qui sont énormes. Qu'est-ce qui vous marque en ce moment dans l'actualité nationale ou internationale? Il y a des sujets qui vous suivez plus particulièrement? Non, mais moi j'ai le gène un peu, j'ai été journaliste politique très longtemps, donc je continue à suivre de très près tout ce qui est politique intérieure, donc je m'intéresse aux préparatifs des élections régionales et puis de tous les débats qu'il peut y avoir autour de la préparation de la primaire à droite et haut. Donc je reconnais que quelquefois je m'en veux parce que c'est là aussi quelquefois pas très important, pas très capital. J'ai un peu tendance à trop privilégier ce qui est politique intérieure, économie, etc. Mais je pense que ce qui se passe hors de nos frontières est vraiment très très important et il faut quelque part un peu se prendre par la main et se dire je m'oblige à lire tel article pour essayer de comprendre, voilà, parce que sinon on meurt un peu idiot. En France, on est même un peu trop hexagonal quand on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe à l'intérieur de nos petites frontières. Et bon, maintenant, on est dans un monde où, voilà, s'il y a une baisse de croissance en Chine, on en subit les répercussions. C'est aussi bête que ça, quoi. Donc, on doit s'intéresser à l'économie chinoise. Vous parliez de politique intérieure, de votre appétence pour la matière. On dit toujours le grand public s'intéresse plus aux élections, s'intéresse plus à la politique. On voit, nous, au lendemain des élections, qu'on vend beaucoup plus de journaux parce que le lecteur a besoin de cette information. Est-ce qu'il y a un moyen de le traiter, peut-être par la télévision, qu'on n'a pas su faire? Est-ce qu'il y a un virage qui n'a pas été pris pour donner de l'intérêt à la politique autrement qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Est-ce que le débat, il n'est pas un peu biaisé en fonction peut-être des interlocuteurs, en fonction peut-être des politiques qui sont invités? Il n'y a pas de solution miracle pour redonner goût à la politique aux Français, peut-être, plus différemment que ce qui est proposé aujourd'hui? C'est compliqué parce c'est aussi un peu notre tendance un peu fâcheuse, c'est qu'on s'accroche un peu trop aux petites phrases, aux bagarres personnelles. Un tel dit du mal, un tel dit d'un tel que c'est un con, l'autre répond t'es un crétin. Bon, donc ça nous amuse, mais ça n'amuse pas forcément les Français qui disent ce sont tous des pantins. Là, il y a même un changement. Par exemple, maintenant, avant, les hommes politiques pouvaient dire à peu près n'importe quoi quand ils passaient à la radio ou à la télévision. Maintenant, ils sont dans la plupart des journaux repris, c'est-à-dire qu'on fait un débriefing et on dit non, là vous avez dit ça, mais vous disiez exactement l'inverse il y a un an. Voilà, donc ça c'est un vrai progrès à mon avis dans le débat démocratique. Parce que avant, c'était un peu, on buvait les paroles et puis les hommes politiques savaient qu'ils pouvaient dire à peu près n'importe quoi sans crainte d'être repris. Maintenant, c'est vraiment plus le cas. Et puis avec Internet, alors là, c'est un tamis épouvantable. C'est-à-dire que tout est disséqué, étudié, tout est gardé. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous retrouvent des archives de il y a 10 ans. Ah oui, non, il y a 10 ans, vous disiez l'inverse. Enfin bon, c'est assez, en même temps, c'est assez terrifiant et fascinant. Sur Twitter ou sur Facebook, on diffuse des passages des meetings de Sarkozy, de Hollande ou autres. Voilà, donc les hommes politiques maintenant savent que tout est archivé, complété, qu'il y a des gens un petit peu tordus qui gardent tout, qui n'oublient rien. Et donc ça change un peu le débat politique. Vous pensez que ça les engage un peu plus ou pas forcément, ou tout au moins sur le moment, quand la question est posée une deuxième fois peut-être? Ils savent maintenant qu'ils risquent d'être pris à contre-pied, quoi. Même que les gens, enfin, que les Français, on ne peut plus être amnésiques parce qu'il y a des gens qui se chargent de rafraîchir la mémoire des électeurs. On voit notamment dans les journaux télévisés ce qu'on appelle les grands angles pour France 2, par exemple. Ce sont des reportages un peu plus long format que d'ordinaire, qui vont plus sur le fond des choses. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait pendant des années, qui a été peut-être mis en scène un peu par Canal+, sous certains modèles de reportage. Élise Lucet, aujourd'hui, avec Cache Investigation, c'est quelque chose que on faisait pas forcément, que la presse écrite se met à faire aussi un petit peu plus, peut-être, notamment la presse quotidienne régionale. C'est quelque chose que vous n'avez pas connu vraiment sous cette forme-là, à votre époque. Ça vous paraît important de venir à ça aujourd'hui pour expliquer au public?
Oui, c'est je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne faut pas que le zapping soit trop rapide, parce que si on fait 1 minute 15 sur tous les sujets, les gens n'y comprennent plus rien. Ils ont vous dire à peine le temps de relever le nez de l'assiette et de dire ah bon, de quoi il nous parle, qu'on parle déjà d'autre chose. Donc c'est bien de temps en temps effectivement de prendre son temps, de faire de la pédagogie, d'expliquer, de décortiquer un dossier, mais même ça reste même souvent relativement superficiel, quoi. Donc, mais c'est bien de le faire. En même temps, c'est très compliqué parce que de même vous avez 40 pages, donc nous on a 20 minutes, donc c'est en termes ça représente rien. Et donc c'est vrai que là aussi on essaie de bien faire, et donc la tentation d'un rédacteur en chef, c'est de dire bah oui, mais je ne peux pas ne pas parler de ça parce que sinon et voilà. Donc le résultat des cours, souvent on dit 1 minute 15, 1 minute 15, 1 minute 15, et finalement on présente une sorte de bouillie tout de même un peu informe aux auditeurs ou aux téléspectateurs, et effectivement moi je suis tout à fait partisan du fait qu'il faut prendre son temps, de disséquer les problèmes, d'exposer les tenants et les aboutissants, expliquer que les décisions ne sont jamais simples à prendre pour les gouvernants, que toute mesure peut avoir des effets contre-productifs, etc. De même, moi je suis partisan, j'étais toujours un peu iconoclaste, que par exemple l'été, quand il se passe pas grand-chose, c'est un peu bidon de faire des journaux télévisés qui durent 35 minutes, parce que au bout d'un quart d'heure, on meuble avec des sujets qui n'ont strictement aucun intérêt, du style les vendeurs de glace sur les plages ou les ventes de parasols, enfin bon, des sujets qui franchement n'ont pas leur place sur un journal télévisé. On voit à peu près de quoi vous voulez parler, on a les mêmes contraintes en presse écrite. Bon, pour autant, effectivement, il faut quand même donner à lire, parce que ce sont aussi des périodes où les gens ont un peu de temps pour lire le journal. Donc on aborde le sujet différemment, mais on peut avoir une actualité plus légère aussi, malgré tout, dans un journal, que ce soit un journal écrit ou un journal télé. Après, c'est peut-être la façon dont on l'aborde, effectivement. Ouais, non, mais souvent, ça sent même le remplissage, quoi. Donc on voit bien, enfin, quand on regarde ça, la télévision, c'est une loupe extraordinaire. Quand on regarde attentivement, on voit tous les défauts du décor. Et là, on voit bien qu'il y a des sujets qui sont faits pour tenir les 30 ou les 35 minutes, quoi. Franchement, s'ils n'étaient pas diffusés, personne n'y perdrait au change. Ça n'a aucun intérêt, quoi, fondamentalement. Alors, on va peut-être revenir sur la foire du livre. Il y a beaucoup de journalistes qui sont présents sur la foire du livre, qui se mettent à écrire des livres. C'est un besoin, une façon de compenser, c'est de dire des choses différemment. Comment vous expliqueriez ça ? Ah oui, non, mais je pense que ce n'est pas un phénomène vraiment nouveau, mais peut-être qu'il tend à prendre de l'ampleur. Moi-même, j'ai écrit 15 bouquins, et j'ai commencé quand j'étais encore au journal télévisé. Non, mais ça s'explique vraiment. Enfin, quand on a un peu le goût de l'écriture, au vrai sens du terme, mettre des mots. Moi, j'ai commencé à écrire, il n'y avait pas d'ordinateur, on écrivait encore au stylo hobby sur des feuilles blanches. Et c'est tellement frustrant, surtout la télévision, je ne parle pas de la presse écrite, hein, mais la télévision et la radio, au niveau de l'écriture, c'est tellement frustrant, ces sujets, verbes, compléments. Et dire que les phrases doivent être très courtes pour être comprises par le maximum de gens. Donc, quand on écrit un texte de présentation de journal télévisé, franchement, au niveau de l'écriture, c'est vraiment un exercice assez nul, parce qu'on peut pas employer des mots un tout petit peu compliqués, parce qu'on n'est pas là pour étaler sa culture. Donc, il faut surtout pas faire des phrases trop longues, parce que les gens ont perdu le temps d'arriver, et ont perdu le début, etc. Donc il y a clairement une frustration, et puis on a peut-être aussi envie de s'évader un peu dans la fiction, quoi. Et c'est même assez fastidieux et compliqué dans la tête de ne parler que du malheur du monde en plus. C'est-à-dire que un journal télévisé, c'est le malheur du monde. C'est-à-dire que vous ne parlez que de morts, de guerres, de famine, de maladies, de gosses qui meurent noyés, de dopage, essentiellement de choses qui sont très négatives. Et donc, il y a peut-être inconsciemment un moment où on a envie aussi peut-être de respirer, de parler de choses un peu plus légères ou de choses un petit peu plus déconnantes.
On te voit en tout cas sur les stands que les journalistes qui écrivent, et notamment vous avez dédicacé toute l'après-midi. On va vous laisser d'ailleurs repartir en vous remerciant, mais c'est quelque chose que les gens attendent finalement, voir autrement le journaliste de télé, le rencontrer directement, et puis pouvoir le remercier peut-être pour ce qu'il a apporté aussi dans un journal, même si c'est un journal, comme vous dites, de mauvaises nouvelles finalement. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Et bon courage pour la vraie conférence de rédaction. Merci. Et puis on vous lira attentivement demain. Merci. En tous les cas, bravo, les pages sur le salon, elles sont vraiment très très bien faites. Merci. Bravo. Merci.